Toujours un petit problème avec les micros, moi, qui sont trop bas. Donc je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec les variations de son. Donc bienvenue, comme je le disais, bienvenue à l'Institut Montefiore et merci à Xavier pour l'introduction. Donc moi je vais vous parler en effet des micro-réseaux et plus particulièrement du cerveau des micro-réseaux, c'est-à-dire l'Energy Management System qu'on essaie de développer ici à l'Université de Liège. Alors, comment est-ce que ça marche? Vers le bas? Ok. Donc un micro-réseau, qu'est-ce que c'est? Premièrement, je pense que ça vient d'être expliqué. Donc c'est simplement un petit système électrique, mais un système électrique qui est relativement complet, c'est-à-dire qu'on a de la production, on a de la consommation, on a du stockage et parfois on a une connexion au réseau électrique. On va voir si l'animation fonctionne avec PowerPoint. L'animation fonctionne, c'est bien, normalement, oui. Donc parfois on a un réseau électrique, c'est-à-dire qu'un micro-réseau dans la définition complète, c'est un système qui doit être capable de fonctionner quand le réseau est là ou quand le réseau disparaît. Alors, à quoi ça sert un micro-réseau? Donc, comme Xavier vient de vous l'expliquer, parfois, on n'a plus d'électricité qui vient du réseau principal. Donc, si on a un système qui est capable de fonctionner quand le réseau principal n'est plus là, eh bien, on augmente la possibilité et la sécurité d'approvisionnement pour sa consommation, pour sa propre consommation. On peut également, excusez-moi parce que c'est un petit peu loin, tu sais pas. Ça permet également de maximiser la production d'électricité, l'utilisation qu'on fait de la production d'électricité locale. Et ça permet également de rendre, quand on est connecté au réseau, toute une série de services au système. C'est-à-dire que quand le système va nous demander, par exemple, de réagir pour fournir de la puissance à un moment donné, comme avec le système ACO, par exemple, pour fournir de la puissance parce que, par ailleurs, dans le réseau électrique, il n'y a pas assez de puissance, eh bien, le micro-réseau doit être capable de le faire ou, à l'opposé, doit être capable de produire un peu plus ou de consommer un peu plus pour permettre d'équilibrer le réseau extérieur. Alors, ce que nous développons, c'est l'Energy Management System. Donc, c'est réellement l'outil qui va monitorer, qui va faire fonctionner le système et qui va tenter d'optimiser toutes ces sources de production, de consommation et de stockage de manière à réellement fournir satisfaire un certain nombre d'objectifs de la meilleure manière possible. Nous travaillons sur ce genre d'Energy Management System, sur ce genre de système, depuis la phase de conception d'un micro-réseau jusqu'à la phase de gestion en temps réel. C'est-à-dire que quand on construit un micro-réseau, on doit se poser la question de savoir au moment où on le construit dans quoi est-ce que je vais investir, où est-ce que je vais mettre mes panneaux solaires, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des panneaux solaires, est-ce que je ne devrais pas plutôt investir dans une cogénération, ou est-ce que j'ai de la place pour mettre une éolienne. Ça, évidemment, on va le faire en fonction de sa consommation. Le premier déterminant, ça va être la consommation qu'on va avoir, qu'on souhaite satisfaire. Et puis, ensuite, on va se dire, tiens, en fonction de la source de production que je vais utiliser, quels sont les moyens de stockage que je vais devoir mettre en place. Donc ça, c'est un problème d'investissement typiquement sur une vingtaine d'années, la durée de vie des panneaux solaires ou de l'électronique de puissance. Et donc, c'est un problème d'optimisation qu'on essaye de résoudre. Ensuite, on travaille sur, une fois que le système est en place, on travaille sur la gestion journalière. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, elles ont une périodicité typiquement d'un jour. Il y a évidemment une variation saisonnière. Et la consommation a typiquement un cycle d'une périodicité d'une semaine. Donc on va travailler avec un horizon d'un jour ou plusieurs jours de manière à optimiser le fonctionnement des systèmes de stockage pour essayer vraiment d'optimiser son fonctionnement. Et finalement, on va travailler de manière encore beaucoup plus automatisée, avec encore beaucoup moins d'interaction avec l'homme, à des systèmes de contrôle en temps réel pour que le système puisse réagir à des sollicitations extérieures et puisse s'auto-ajuster réellement en temps réel de la manière la plus efficace possible. Alors, l'originalité de ce qu'on fait, parce que ça se fait aussi par ailleurs dans d'autres centres de recherche, l'originalité de ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prendre un peu le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on essaie de se poser la question, si je suis capable de contrôler mon système en temps réel, si je suis capable de le gérer en prévisionnel, est-ce que je ne peux pas utiliser cette connaissance des stratégies de gestion pour optimiser mes investissements? Donc on va réellement, en pratique, on va plutôt vraiment travailler dans ce sens-là pour essayer d'avoir le système le plus intelligent possible. Alors un Energy Management System standard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement monitorer le système et il va avoir des règles de réaction relativement basiques qui permettent d'ajuster production, consommation et stockage.
Et nous, ce qu'on essaye de faire... C'est bloqué? Ça va? Non, ça va. Ce qu'on va réellement essayer de faire, c'est d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle qu'on développe par ailleurs à l'Institut Montefiore et partout ailleurs dans le monde également, pour utiliser les données qu'on a stockées, les données de monitoring. On va les stocker, on va essayer de les exploiter au mieux possible, de manière à rendre le système encore le plus autonome possible et le plus adaptatif par rapport aux différentes situations qui peuvent exister. Donc on va stocker les données, on va apprendre des modèles à partir de ces données, réellement essayer de calibrer le système pour pouvoir anticiper des phénomènes et finalement optimiser son fonctionnement. Je passe rapidement là-dessus, mais les méthodes pour les initiés, les méthodes d'intelligence artificielle qu'on utilise, on va utiliser essentiellement du machine learning, par exemple, pour faire de la prévision. Pour tout ce qui est prise, une fois qu'on a fait des prévisions, par exemple de consommation ou d'ensoleillement, on va pouvoir prendre des décisions sur la manière de gérer le système, et on va donc utiliser des méthodes d'optimisation. On va utiliser des méthodes de théorie du contrôle pour opérer le système en temps réel. Et on essaye de plus en plus de mettre en œuvre vraiment des méthodes d'intelligence artificielle avancées pour automatiser et améliorer et faire plusieurs de ces étapes-là en même temps, uniquement sur base des données, sans avoir à recourir à un modèle. Donc voilà une petite vidéo qui présente le fonctionnement de l'EMS très rapidement. Donc on a fait un enregistrement avec plusieurs journées de fonctionnement d'un système. Vous retrouvez le même schéma que ce que j'ai montré initialement. Et donc, à votre gauche, vous avez donc le réseau, en haut la production, en bas le stockage, à droite la consommation. Et vous voyez différents indicateurs qui vont vous dire, par exemple, quel est le coût d'exploitation de mon micro-réseau, quel aurait été le coût si j'avais pris toute mon électricité du réseau. Et donc vous voyez qu'il y a un indicateur qui passe au vert quand le coût d'exploitation du micro-réseau est meilleur que le coût du réseau. Quelles sont les économies de CO2 que je fais, quel est le taux d'autoconsommation que je peux obtenir. Et tout ça va se faire donc sur base de prévision du système et d'optimisation des décisions qu'on prend. Donc ici, vous avez quelques snapshots de fonctionnement du système à différents moments dans l'année. On développe également, donc ça c'est une application plutôt pour l'utilisateur avancé. On développe également des applications mobiles, de manière à ce que un peu tout le monde puisse comprendre comment fonctionne son petit système et puisse optimiser son fonctionnement. L'idée est réellement aussi que les gens prennent possession de et qu'ils comprennent bien leur consommation, leur production, de manière à pouvoir prendre des décisions intelligentes aussi et aider le système de manière à ce que tout ça fonctionne de manière la plus optimale possible. Et un deuxième grand pilier qu'on essaye d'aborder dans nos recherches ici à Montefiore, et notamment à travers le projet Merigrid. Donc le projet Merigrid va vous être encore présenté un peu plus en détail par la suite, mais donc c'est ici à Méry, on implémente réellement un système de micro-réseau avec du stockage pour des PME. Donc on a 3 PME, Méribois, Méritherm et CBV, qui ont des panneaux solaires, de la production hydroélectrique et de la consommation. Et on va essayer de faire en sorte que la production photovoltaïque, par exemple, d'un acteur puisse être consommée par son voisin. Alors, physiquement, c'est déjà un peu le cas. Si je produis chez moi, les électrons vont probablement être consommés chez mon voisin si mon voisin consomme au moment où je produis. Mais le problème, c'est que donc, physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Ça transite à travers le réseau physique. Le problème est plutôt un problème d'ordre organisationnel du système. Ici, vous voyez une figure qui montre les flux physiques en haut et en bas les flux financiers. Et si vous souhaitez, par exemple, échanger 10 kWh d'énergie, vous avez une PME qui souhaite échanger 10 kWh d'énergie avec son voisin, comme indiqué ici, donc en passant par le réseau de distribution RESA, par exemple, le réseau autour de la ville de Liège, eh bien, en théorie, c'est ce qui va se passer physiquement si vous produisez en même temps que votre voisin consomme, mais en pratique, le système va plutôt, désolé pour l'animation, mais c'est la conversion PowerPoint qui n'a pas fonctionné, le système, la facture que vous allez recevoir, elle va tenir compte de tout le système. Donc elle va tenir compte du fait que, en fait, tout est comme si vous envoyez votre électricité au réseau de distribution, qu'elle transite par le réseau de transport, qu'elle retransite par le réseau de distribution jusque chez votre voisin.
Et au niveau de la fourniture d'électricité, les flux financiers, tout est comme si, en fait, ça passait par votre fournisseur qui doit, à la limite, aller sourcer sur le marché de gros pour fournir les 10 kWh à votre voisin. Je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est réellement, dans tout ce qu'on fait aussi, dans l'intelligence qu'on essaie de développer, c'est d'introduire un niveau local pour les échanges d'énergie, une espèce de communauté énergétique. C'est quelque chose qui devient très populaire en Europe. Il y a des décrets qui commencent à sortir à l'échelon européen et même à l'échelon plus local wallon, où ces différentes PME, entités qui sont connectées au réseau de distribution, en fait, on introduit un niveau, une communauté locale d'énergie qui va leur permettre virtuellement d'échanger. Donc c'est essentiellement de la comptabilité. Mais cette comptabilité-là, on va faire en sorte que tous ces échanges-là soient optimisés à travers les moyens de stockage pour que les gens d'une communauté locale tendent à maximiser l'utilisation qu'ils font de l'énergie qui est produite localement, pas forcément sur leur toiture, mais peut-être chez leurs voisins. Et donc, l'idée est réellement d'introduire un niveau local d'échange d'énergie pour qu'on puisse tracer les échanges locaux et les échanges distants et faire en sorte que ces échanges locaux, on leur applique une tarification qui soit différente de la tarification habituelle. Je ne rentre absolument pas dans les détails de comment ça fonctionne, mais c'est réellement à ça qu'on travaille et qu'on essaie d'implémenter dans nos outils de gestion de l'énergie. Donc les intérêts qui sont liés à ça, outre le fait qu'on va essayer de maximiser l'utilisation locale des ressources locales, il y a un intérêt financier pour les gens, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que le tarif auquel quelqu'un vend à son voisin soit plus intéressant que quand le voisin achète du réseau, et soit plus intéressant pour la personne qui vend que quand elle revend au réseau. Mais il y a aussi toute une série d'autres aspects un peu plus techniques qu'on va essayer de tenter d'optimiser. L'aspect sur la pointe de consommation, la mise à disponibilité de réserves pour le système. Et donc, tout ce qu'on développe ici, finalement, on le fait. Alors, encore une fois, ça prendrait très longtemps pour rentrer dans les détails. Je ne rentre absolument pas dans les détails, mais on essaie de le faire d'une manière qui n'est pas naïve, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire quelque chose entre les Teletubbies où on a une communauté énergétique où tout le monde s'entend et on pense que tout va bien aller sans rien avoir à faire, et le mode plus réaliste, c'est-à-dire où, à partir du moment où on va mettre des gens ensemble, tout le monde va se taper dessus. Donc l'idée, c'est réellement de mettre au point des règles de fonctionnement d'un petit marché local qui sont bien pensées, de manière à ce qu'on puisse atteindre un compromis entre ces deux extrêmes, et que, finalement, les gens puissent à tout moment choisir une option supplémentaire et choisir entre le réseau principal et le réseau, la communauté, donc leurs voisins, échanger de l'énergie avec leurs voisins. Donc voilà. C'est réellement tout ça qu'on essaye de faire ici à l'Institut et qu'on implémente dans des projets pilotes comme Merigrid et également comme le projet Miris qui va vous être présenté par la suite. Voilà.